Port-Salle, en Bretagne. Dans ce petit village de pêcheurs, un drame reste marqué au fer rouge dans l'esprit des habitants. Un navire dont le nom résonne encore comme l'une des pires marées noires de l'histoire. L'Amoco Cadiz. Tout aurait bien pu se passer, mais tout est allé de travers. Un jour catastrophique. C'est apocalyptique. Nous étions devenus en l'espace d'une nuit le centre du monde, sans avoir rien demandé à personne. 40 ans après la catastrophe, beaucoup de questions restent ouvertes. Comment un pétrolier de plus de 300 mètres de long, un géant d'acier contenant l'équivalent de 9000 camions-citernes, s'est-il disloqué en quelques heures? C'est vraiment le jouet des éléments naturels, hein, vent, vagues et courant. Donc là, il est très très difficile de faire quoi que ce soit, quoi. C'est une zone qui est extrêmement accidentée. L'eau s'engouffre et dans ce compartiment noie le compartiment machine. Pendant les 12 heures que dure la dérive de ce navire de 230 000 tonnes, toutes les solutions vont être tentées. Toute l'huile fuyait, coulait. Il n'y avait plus de pression hydraulique dans le gouvernail. Je n'avais encore jamais porté assistance à un si gros pétrolier. Je n'avais encore jamais vu un navire de ce type en avarie. Et il nous entraînait, nous et le remorqueur, irrémédiablement vers la côte. Nous n'étions pas assez puissants. Cette marée noire, la pire de l'histoire européenne, va condamner tout ce qui se trouve sur son passage. C'est un produit léger et très toxique. Donc il a tout tué. C'était très sale. Pour comprendre les rouages de cette terrible tragédie, nous avons été à la rencontre de ceux qui ont vécu ces événements. À terre, mais surtout en mer. Au cœur de ce désastre. L'Amoco Cadiz, une catastrophe hors de contrôle. Un pétrolier échoué sur les récifs de la Bretagne Nord est en train de polluer à une vitesse grand V les côtes françaises. Ce navire, l'Amoco Cadiz, s'est brisé cette nuit sur les terribles roches de Port-Salle. Mars 1978, au large de la Bretagne. C'est une scène de désolation à laquelle assistent marins, habitants des environs et journalistes. Suite à une avarie, un monstre des mers, un super pétrolier, est en train de déverser sa cargaison. Près de 219 millions de litres de pétrole, l'équivalent de 9000 camions-citernes, qui risquent de recouvrir les côtes bretonnes et de tuer tous les animaux présents sur son passage. Pour comprendre ce qu'il s'est passé et comment une telle catastrophe a pu se déclencher, il faut revenir un mois plus tôt. 7 février 1978, sur l'île de Karg, en Iran. Un géant des mers est sur le départ. Son nom, l'Amoco Cadiz. Ce n'est pas un bateau comme les autres. Il est de ces navires capables de transporter de très grandes quantités de pétrole. Un supertanker, comme on l'appelle dans le métier. Ces cales contiennent 219 000 tonnes d'or noir. Ainsi, une fois chargé, l'Amoco Cadiz pèse l'équivalent de 25 tours Eiffel. Ces bateaux-là font partie de la nouvelle génération, justement, des grands transporteurs d'or noir, comme on l'a surnommé, le pétrole. On construisait de très gros navires. Il y avait une forte demande liée donc justement à l'explosion industrielle et les fournisseurs de pétrole qui étaient dans le golfe de Persique, ce qui fait qu'il y a un essor des transports maritimes pétroliers grandissant. L'Amoco Cadiz est un pétrolier comme il y en a peu dans le monde. L'Amoco Cadiz est un super pétrolier, un VLCC, Very Large Crude Carrier. Il est aussi grand que la Tour Eiffel et haute. Ses proportions ont en effet de quoi faire tourner les têtes.
S'il est aussi long que la tour Eiffel est haute, 333 mètres, il est aussi 2 fois plus large qu'une avenue classique, soit 51 mètres. À l'intérieur, 15 cuves permettent de stocker le pétrole. Formées de multiples structures métalliques, les cuves assurent également à la coque une plus grande résistance, quel que soit le type de mer. En termes de construction, un bateau, par nature, vu ses longueurs et sa largeur, oui, il est souple. Ça se comporte comme une poutre, d'accord? Et donc les calculs de résistance de l'acier et du dimensionnement de ces tôles d'acier et de ces poutres sont faits que pour justement il puisse résister à des efforts de torsion. Un bateau très robuste et flexible grâce à sa structure, mais aussi quasiment neuf. Il a été livré 4 ans plus tôt par un chantier espagnol. Le navire Amoco Cadiz a été construit en Espagne par l'armateur Astilleros Españoles, qui prétendait avec fierté être un des plus vieux armateurs. Il disait avoir construit le Niño, le Pinto et le Santa Maria à l'époque de Christophe Colomb. Il est évident que ces navires-là avaient des normes de construction qui permettaient de dire que le navire, oui, était solide. Il était fait pour des navigations hauturières, donc au long cours. Solide et gigantesque, l'Amoco Cadiz paraît invincible. À son bord, 43 personnes. Tous occupent des fonctions diverses. Mécaniciens, ingénieurs, cuisiniers. Personne ne le sait encore, mais cette traversée va les plonger au cœur d'un drame sans précédent. Ce mardi 7 février, le géant des mers prend le large. Après 1 mois et demi et un parcours de 20 000 km à travers l'océan Indien puis l'océan Atlantique, l'Amoco Cadiz rejoindra la Hollande. Mais ce trajet gigantesque, l'équipage le connaît bien pour l'avoir déjà plusieurs fois effectué. C'est à Rotterdam qu'ils livreront leur cargaison à une célèbre compagnie pétrolière internationale. Le navire est loué, est affrété. Donc les propriétaires qui étaient à Amoco, il va transporter une cargaison dont il n'est pas propriétaire. Il transportait du brut, qui était ensuite raffiné pour faire de l'essence ou d'autres produits dérivés, au nom de la Shell. Donc le propriétaire de la cargaison, c'était la Shell. Pour assurer cette livraison, les 43 personnes à bord de l'Amoco Cadiz sont à pied d'œuvre. Et tout cet équipage répond au commandement du capitaine Bardari. Gilles Kermaédic a lui-même été capitaine de pétrolier pendant plus de 30 ans. Il connaît parfaitement les responsabilités qui incombent à cette fonction. Le rôle du commandant, c'est d'assurer la sécurité du transport, s'assurer que tout se passe bien, conformément à ce que lui demande son affréteur, de transporter sa cargaison et bien sûr d'amener sa cargaison, ses hommes et son navire d'un point à un autre. Bardari était un commandant expérimenté, il naviguait sur les pétroliers depuis 1966. Il était jeune, 36 ans, enfin ça peut paraître jeune, mais il était très expérimenté. Déjà, il avait déjà 15 ans de service à la mer. Le mastodonte exige en effet à sa barre les meilleurs pilotes. Outre ces dimensions qu'il faut savoir prendre en compte, il faut aussi pouvoir gérer une puissance moteur de 30 000 chevaux, soit plus de 40 Formule 1. Quant au gouvernail situé à l'arrière du pétrolier, il est actionné depuis la salle de bar par tout un système de vérins hydrauliques. Un gouvernail, c'est quelque chose de gigantesque. Il faut vraiment imaginer la dimension de ce qu'est un gouvernail d'un bateau comme ça, où il y a une salle de plusieurs étages qui permet de le diriger ou de le contrôler ou de l'entretenir, etc. Et c'est justement dans cette salle, qui permet d'orienter le navire, qu'un problème technique va bientôt tout faire basculer. 16 mars, 8 h du matin, quasiment 1 mois et demi après son départ. L'Amoco Cadiz arrive au large de la Bretagne. Dans quelques jours, il sera comme prévu au port de Rotterdam. Mais avant d'entamer sa dernière ligne droite, le pétrolier fait cap en direction du port de la baie de Lyme, sur les côtes britanniques. Il doit en effet y décharger une petite partie de son énorme cargaison pour s'alléger et accéder ainsi au canot peu profond du port hollandais. La procédure est tout à fait habituelle. En revanche, ce qui n'est pas commun ce jour-là,
c'est la météo. Une météo très instable. On est dans un flux d'ouest, encore modéré, assez fort avec de fortes rafales, et avec beaucoup d'instabilité par contre. Donc ce qu'on appelle la traîne, alternance de nuages et d'éclaircies, qui peuvent dégénérer des orages, des averses, donc ce qu'on appelle des grains en milieu maritime, de fortes rafales de vent. Donc des conditions très très difficiles et des températures qui sont très froides pour la saison. On n'est pas loin des 0 degrés à l'intérieur des terres. Plus le vent est fort, plus c'est blanc en fait. C'est blanc et balayé par le vent. Donc on a des stries, on a des vagues qui déferlent. Et c'est bruyant. La chose qu'il y a effectivement à la passerelle, c'est le bruit du vent. Cette météo capricieuse n'est pas une surprise pour l'équipage. D'ailleurs, le capitaine Bardari se veut particulièrement vigilant. Le commandant était soucieux, était préoccupé par ce gros temps. Il sait très bien, puisqu'il avait l'habitude de faire ce voyage assez régulièrement, il sait très bien qu'en rentrant en Manche, il retrouverait une mer grosse, que les bulletins météo qu'il avait à ses dispositions annonçaient en plus de ça du gros temps. Non seulement la météo est capricieuse, mais la côte est aussi réputée pour son relief très accidenté. Il y a des expressions que l'on apprend en France. Qui voit Molène voit sa peine. Qui voit Ouessant voit son sang. Si vous êtes un des navires qui est trop près de ces îles, vous êtes en danger. À cause de quoi? Des roches cachées. C'est un endroit dangereux. Il y a un courant très fort dans cette zone, dans le passage, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous avez la houle, le vent et les tempêtes, il se passait toujours quelque chose. C'est parce que la zone est dangereuse qu'une procédure de sécurité a été mise en place. On l'appelle voie montante. Cette route nautique oblige les bateaux à respecter des distances de sécurité et à se tenir éloignés des rochers de la côte, particulièrement nombreux dans la zone. La voie montante à l'époque passe à 5000 de la côte, ce qui fait à peu près 9 km, donc c'est très proche. Le navire, comme tous les autres qui passent au large de l'île d'Ouessant, est d'ailleurs visible depuis la terre. Marguerite Lamour, qui a grandi sur la côte bretonne, se souvient d'observer le trafic des pétroliers au large. Il était coutume, oui, de voir passer des tankers pas très loin, à quelques encablures du littoral. À l'époque, il y a 40 ans, cela faisait partie du paysage. Sans parler d'une certaine fatalité, il y avait une habitude à voir passer les bateaux au large. Aucune inquiétude donc. Dans une vingtaine d'heures, la Moco Cadiz devrait accoster comme prévu dans le port de la baie de Lyme. Pourtant, il ne rejoindra jamais la ville côtière. « 9h45. La Moco Cadiz navigue sur la voie montante à une vitesse de 8 nœuds, soit 15 km/h. Il vient de laisser l'île d'Ouessant à tribord, sur sa droite, quand soudain tout bascule. Le barreau s'aperçoit que ça ne répond plus. Il essaie de gouverner son bateau en suivant une certaine route. Il a beau mettre la barre, mettons, à droite, son navire vient à gauche. Oui, il y a eu un blackout au niveau de l'appareil à gouverner, donc il n'était plus gouvernant. C'est comme si vous perdiez le contrôle de votre volant, de votre voiture, pareil. Si le barreur s'aperçoit immédiatement du dysfonctionnement, il y a aussi une série d'alarmes sonores et visuelles qui alertent le reste de l'équipage. La procédure en cas d'avarie est bien définie. C'est au commandant de prendre les décisions d'urgence. Bardari n'est plus maître de la trajectoire de son navire. Il donne l'ordre immédiatement d'arrêter. Rien ne sert alors de jeter l'ancre. En cas de tempête et sur des fonds rocheux, elle n'est d'aucune aide pour immobiliser le navire. Sans propulsion, le pétrolier est hors de contrôle. Il est à la merci de la mer et du vent. Il roule. C'est-à-dire qu'il est ballotté à gauche et à droite. Sa position est travers à la houle. Cela signifie qu'il est secoué par les vagues qui le frappent sur son flanc. La Moco devient le jouet des éléments. Le navire stoppe, il est à la dérive. Alors certes, il se met à sa position d'équilibre, c'est-à-dire travers à la houle, donc qui fait que effectivement ça l'amène vers les côtes. Cette dérive n'est pas maîtrisée.
Le problème avec les pétroliers, c'est qu'ils ont une prise au vent qui est également importante. Il y a une forte longueur avec une élévation au-dessus du niveau de la mer qui font que quand le vent est fort, forcément, ça va pousser dans la direction du vent. Le navire a commencé sa dérive. Le vent de nord et la houle poussent le pétrolier à une vitesse de 5 à 6 km/h. Si rien n'est fait, le bateau va s'échouer sur la côte dans moins de 6 heures. Le compte à rebours est enclenché. Pourtant, à bord, on pense encore pouvoir réparer la Moko Cadiz. En cas de panne, la procédure est habituelle. Le capitaine Bardari lance un simple message d'avertissement aux autres bateaux en mer. Son but, qu'aucun navire ne s'approche. C'est un message de sûreté qui indique aux bateaux alentours que vous avez un problème, que vous êtes en train de dériver. Capté en mer, le message de la Moko Cadiz est aussi reçu sur la côte par Radio Conquet. Cette station est un relais qui établit les liaisons entre les marins au large et leurs interlocuteurs à terre. Jean-Pierre Clochon est en poste le 16 mars 1978. Il se souvient encore du message envoyé par le pétrolier. A8AN, son indicatif radio, il est resté gravé à la mémoire. Il n'y avait que la fin du message parce qu'il y a du brouillage sur les fréquences, sans doute, sur la fréquence. Un message disant qu'un pétrolier, disant qu'il avait un problème, il ne demandait pas assistance, c'est sûr, mais qu'il demandait à tous les navires qui allaient le rencontrer de surtout ne pas s'approcher parce qu'il n'était pas complètement maître de sa manœuvre. Voilà. Le navire contient 219 000 tonnes de pétrole. Une dérive trop près de la côte pourrait s'avérer catastrophique. Mais à cet instant, personne à terre ne semble s'inquiéter du sort de la Moko. Il y a toujours sur le rail d'Ouessant au-delà des bateaux qui ont des problèmes, qui passent des messages du même genre, et une heure après, c'est réparé, ils refont route, quoi. Mais l'avarie qui apparaît pour l'instant comme une simple panne va se révéler bien plus grave. 10h30. Alors que la radio continue à émettre le message d'avertissement, les techniciens de la Moko Cadiz se mettent immédiatement à la tâche pour identifier le problème. À cet instant, leur principale inquiétude n'est pas un éventuel naufrage, mais le retard que risque de subir la livraison de leur précieuse cargaison. Une avarie de barre, c'est bien ce qu'il y a pratiquement de pire sur un navire avec la perte de puissance, perte de propulsion. Mais donc le bateau est quasiment ingouvernable. Il y a des contraintes commerciales, c'est sûr. Il faut que l'armateur, son navire doit rapporter, donc il faut qu'il transporte de la cargaison le plus vite possible. En quelques minutes, les mécaniciens du navire repèrent le problème. Ils se trouvent dans la salle de bar, plus précisément au niveau des vérins hydrauliques. Une fuite d'huile semble avoir bloqué les immenses pompes qui actionnent le gouvernail. Sans elle, la direction du navire n'est donc plus assurée. C'était une machine de gouvernail opérée par un système hydraulique. Et de ce système hydraulique, l'huile fuyait, coulait. Et finalement, il n'y avait plus de pression hydraulique dans le gouvernail. Malheureusement, la panne est irréparable. Les mécaniciens arrivent à peine à tenir debout. Vous êtes dans un grand local, inondé d'huile. Dans une tempête, les conditions dans lesquelles ils vont travailler font que les gens ils glissent partout, ils n'arrivent pas à se tenir. Ça complique déjà beaucoup l'affaire. Dans la salle de bar, les pompes hydrauliques ne fonctionnent plus. Il semblerait que de nombreux boulons mal entretenus se soient brisés. Désormais, ce n'est plus une fuite, mais l'intégralité de l'huile qui gicle dans la cabine. Il y a urgence, donc ils tentent et ne parviennent pas à réparer. C'est physiquement dangereux, oui, parce que les mèches, les vérins, etc., allaient dans tous les sens. Il y a même eu des bris de pièces mécaniques. Il y a même eu un opérateur un ouvrier qui a été blessé. Et ce qui fait que le responsable à la machine a dit, bon non, ça reste trop dangereux. De toute manière, il y a des pièces qui sont cassées, on n'a plus les moyens de réparer. Donc on déclare le navire irréparable et en avarie de barre définitive. À 11h20, moins de 2 heures après que l'avarie a été déclarée, l'ordre est donné de quitter la salle de bar pour des raisons de sécurité. L'action combinée du vent et de la houle ne cesse de pousser le bateau vers la côte
et le navire continue inexorablement sa dérive au sud. Dans un peu plus de 5 heures, il risque d'atteindre la côte. À situation d'urgence, mesure d'urgence. Le capitaine Bardari comprend qu'il ne peut plus rien faire pour son navire. Il a besoin rapidement d'une assistance extérieure. Le message de sécurité, d'abord diffusé par le pétrolier, devient un appel à l'aide. La Moko Cadiz demande l'intervention d'un remorqueur. À bord, on comprend le risque que représenterait un accident pour la côte. Il demande une tug assistance ou quelque chose comme ça, oui. Ça a une importance pas pour la station côtière, mais pour le moyen de secours. Si vous avez un pétrolier de 300 000 tonnes, mais qui est vide, un pétrolier de 300 000 tonnes qui est plein, pour le remorqueur, c'est pas le même effort de remorquage. Ces remorqueurs que l'on appelle à l'aide sont équipés pour intervenir en mer dans les conditions les plus dangereuses. Ils sont capables de tirer les bateaux ou d'empêcher leur dérive. C'est une machine redoutable qui est faite pour remorquer et porter assistance. Sa principale caractéristique est d'être très rapide. Il est construit pour la vitesse et pour tirer et être capable de rester en mer par mauvais temps. Par chance, un remorqueur allemand, le Pacific, se trouve à 13 000, soit 21 km seulement de la Moko Cadiz. Quand il y a ce type de tempête, les remorqueurs sont aux aguets. Alors, on ne va pas, surtout pas les qualifier d'oiseaux de proie, même si en partie, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est aussi leur gagne-pain que de remorquer des bateaux en difficulté. Or, plus le temps est mauvais, plus il y a de risques, pas dire de chance, mais de risques qu'un bateau soit en difficulté. Donc, il faut être les premiers sur place. Il est 11h28 quand le Pacifique commence à faire route à pleine puissance en direction du pétrolier. Très vite, les responsables du remorqueur allemand, basé à Hambourg, s'aperçoivent que le Pacifique ne suffira pas pour empêcher le pétrolier de dériver. Le remorqueur a en effet une puissance de 10 000 chevaux, insuffisante pour tirer ce colosse à la dérive. Un deuxième remorqueur, le Simpson, est alors appelé à la rescousse depuis l'Allemagne. Mais le Simpson est lui situé à plus de 10 heures de là, dans la région de Cherbourg. En attendant, le Pacifique qui arrive sur zone va devoir faire face à une situation particulièrement compliquée. Seul, même s'il n'est pas assez puissant, il va devoir agir au mieux pour freiner la dérive. Il est bientôt midi, et l'équipage de la Moko Cadiz est inquiet. Ils ont 2 heures de retard sur leur plan initial. La dérive les éloigne de la baie de Lyme, où ils sont attendus pour décharger une partie du pétrole. Sans gouvernail, ils sont à la merci des éléments. Le courant et les vents les poussent vers la côte. Le risque n'est plus seulement de ne pas être dans les temps pour la livraison du chargement. Les hommes ont désormais peur de s'échouer. À 12h26, soit 1 heure précisément après la diffusion du message d'assistance, le Pacifique arrive à proximité de la Moko Cadiz. Pour l'équipage du remorqueur, c'est une vision saisissante. Je n'avais encore jamais porté assistance à un si gros pétrolier. Je n'avais encore jamais vu un navire de ce type en avarie. Et puis le temps était très mauvais. Il roulait beaucoup, c'est vrai. Qu'un si gros navire puisse tout simplement rouler de cette façon, c'était vraiment très préoccupant. Une situation d'autant plus préoccupante que le pétrolier vient de franchir une limite dangereuse. Il a quitté la voie montante. Il risque de percuter un obstacle. Comme pour le remorquage d'une voiture, le Pacifique doit se relier sans tarder à la Moko Cadiz avec un câble de remorque. Mais l'opération risque d'être difficile. Il faut braver le vent et les vagues et viser juste. Le pétrolier faisant cap au sud-ouest, le Pacifique se met donc à droite du navire, de façon à se mettre face à la proue du pétrolier, pour ensuite opérer la liaison.
Pour un remorqueur de taille plutôt petite par rapport aux autres navires, l'objectif est de se rapprocher beaucoup pour établir une connexion. Il faut tirer une corde avec une fusée, donc il faut s'approcher à 30 mètres parfois, même plus près, et s'assurer que malgré le vent et la houle, la ligne tombe bien sur l'autre navire et non dans l'eau. Mon rôle, plus ou moins, était pendant les phases de remorquage ou les tentatives de remorquage, de m'occuper du treuil de la remorque. Le capitaine me donnait les ordres. Maintenant, relâchez la ligne, ou bien arrêtez, allongez, etc. Normalement, c'est le premier officier qui s'en charge. Il se tient sur le pont et il a un fusil pour envoyer la ligne. Et il tire avec cet outil sur le bateau en avarie, une ligne très très fine. 13h15. Le coup de fusil est donné. Si personne n'a pu filmer la scène à l'époque, cette vidéo est à l'image de ce qui s'est passé. Par chance, le câble qui tombe sur le pont de la Moko Cadiz est récupéré par les marins. Première tentative réussie. Là, réussir du premier coup, c'est plutôt une performance. Donc, sincèrement, ils doivent se dire, bon, on tient le bon bout, si j'ose dire, et on doit pouvoir réussir. Mais le remorquage n'est pas gagné pour autant. Il est 14h07 et l'on commence à dérouler le câble de traction. Une opération difficile. Pour se positionner efficacement par rapport aux pétroliers, le remorqueur doit progressivement dérouler un câble d'1 kilomètre et pesant près de 15 tonnes. Aucun remorquage n'est simple. Et il fallait aussi garder en tête, bien que nous étions amarrés, que nous n'étions pas assez puissants pour y arriver seuls. La marée et la houle poussaient vers la côte si fort que nous n'arrivions pas à retenir le bateau. Il nous entraînait, nous et la remorque, irrémédiablement vers la côte. Nous n'étions simplement pas assez puissants. Nous voulions nous accrocher et attendre le Simpson pour qu'il puisse nous aider à secourir ce bateau. Si rien ne permet d'arrêter la dérive des deux navires, la remorque du Pacifique semble malgré tout ralentir le mouvement, mais plus pour longtemps. Il est 16h. Depuis que l'avarie est déclarée, le pétrolier a dérivé de 9000, soit 16 km vers le sud-est. Mais sa dérive a été ralentie. Le navire est encore à 22 km des côtes et en attendant le Simpson, le Pacifique tient bon. Sur la côte bretonne, personne ne soupçonne le combat que mènent les marins dans la tempête. Les hommes du Pacifique sont inquiets. La chaîne qui relie les deux bateaux n'a jamais autant été sous tension. La fatigue, en fait, on appelle ça la fatigue. Ça travaille à chaque houle, ça travaille, ça fait des efforts, ça plie. Et... Il faut voir, il y a les centaines de tonnes de pression de la houle sur la Moko, d'accord, se retraduisent directement sur la pression et sur la tension de la remorque. Et à un moment donné, les pressions sur le câble sont telles qu'à un moment donné, la remorque casse. Leur crainte était justifiée. À 16h19, la chaîne de remorque, le seul lien qui offre un peu de sécurité à la Moko, se brise. Tous les efforts menés depuis des heures sont réduits à néant. Il va falloir réitérer l'opération et cela s'annonce particulièrement compliqué. Il faut ramener la partie qui a rompu de nouveau sur le remorqueur. Donc il faut rembobiner 800 mètres de câble de remorque et puis rembobiner la chaîne. Il faut le faire aussi vite que possible, en sécurité. Il ne faut pas qu'un membre d'équipage tombe par-dessus bord. La sécurité avant tout. Cela prend du temps, au moins 2 heures. De précieuses heures perdues, pendant lesquelles le jour décline. Et comme si cela ne suffisait pas, le vent bascule progressivement au sud-est, poussant clairement la Moko Cadiz vers la côte,
entre le four et l'Aberwrack. L'angoisse est palpable pour les 43 personnes à bord de la Moko. La dérive les mène droit à la côte, et cette fois, c'est leur vie qui est en danger. Pour le capitaine Bardari, la situation devient critique. Vous imaginez une tempête, des opérateurs qui se font mouiller à la passerelle en train de faire une opération dont on n'a pas l'habitude. Imaginez aussi également le stress dans lequel est le commandant, qui est responsable de toutes ces opérations-là, qui lui est complètement focalisé par l'absence de résultats de ce remorquage-là. Et lui, déjà, il imagine, sans s'y projeter, mais déjà, il imagine que si ça ne marche pas, il va s'échouer. Des vies sont en jeu. Vous allez faire tout ce qui est possible pour sauver le navire. Les heures passent. Il est maintenant 19h10. Le supertanker n'est plus qu'à 2h30 des côtes bretonnes. Il faut retenir le pétrolier coûte que coûte. Le Pacifique adopte alors une nouvelle stratégie. Faute de pouvoir manœuvrer et diriger le pétrolier par l'avant, l'équipage du remorqueur décide tout simplement de tirer le pétrolier par l'arrière. Sans autre objectif que d'éloigner le plus possible le navire de la côte. Mais l'opération se révèle délicate. Ce n'est pas facile de voir la corde attachée à la fusée. Elle vole dans le vent et il n'y a pas de lumière pour l'éclairer. La ligne que nous devions envoyer de l'autre côté est vraiment très très fine. Tenter de la retrouver dans le noir et en plus par mauvais temps, c'est vraiment très compliqué. À présent, les navires sont à une quinzaine de kilomètres à peine de Port-Salle, un petit village de pêcheurs. Le relief du littoral y est particulièrement accidenté. Les roches de Port-Salle, c'est quelque chose d'assez de connu. C'est un coin particulièrement mal pavé, avec effectivement beaucoup de courants. C'est une zone qui est extrêmement accidentée. C'est une zone dans laquelle le risque d'échouement est quasiment permanent pour qui ne dispose pas des cartes à bonne échelle et pour qui s'approche un peu trop près de la côte. Oui. La Moko Cadiz dérive au gré des vagues et de la houle. Le remorqueur Pacifique tente toujours de se connecter à lui pour le secourir. Je ne sais plus combien de fois on a essayé d'envoyer la ligne. À 19h55, à la 4e tentative, la ligne du remorqueur est finalement rattrapée par la Moko Cadiz. Nous étions très heureux d'y être arrivés pour la seconde fois. Et nous pensions bien entendu avoir la chance de tenir la ligne suffisamment longtemps et empêcher le bateau de dériver vers la côte, jusqu'à ce que l'autre remorqueur arrive enfin, jusqu'à ce que le Simpson arrive. Alors que les lumières de Port-Salle se distinguent de plus en plus clairement, le capitaine Bardari donne ordre pour la première fois de mouiller l'ancre, c'est-à-dire de faire descendre l'ancre au fond de l'eau. Il veut essayer de freiner par tous les moyens la dérive. Il pourrait ainsi gagner plus de temps en attendant l'arrivée du Simpson. La tentative est désespérée. Elle ne parvient pas à ralentir le bateau pris dans la tempête. À 20h55, tout est en place et la Moko commence à être mise en traction. Personne ne le sait, mais le destin du pétrolier est lui déjà scellé. 21h04. Malgré l'effort des deux équipages, la Moko continue de dériver. Il n'est plus qu'à 6 km de Port-Salle. Il frôle alors une bouée indiquant habituellement aux marins la proximité du port et la dérive se poursuit. Lorsque soudain, un choc violent secoue le pétrolier. Je suis monté pour voir comment l'opération se passait et j'ai bien compris qu'il avait touché un rocher. Ils se sont rendus compte que quelque chose se passait sur le pétrolier parce que les lumières ont été coupées. Dans la Moko Cadiz, une collision terrible vient de se produire. Elle a eu lieu dans la salle des ponts. Les alarmes qui retentissent sont là pour prévenir que la coque est percée.
Imaginez une brèche avec un rocher de plusieurs mètres de section, hein, puisque ça se trouve sous la ligne de flottaison, l'eau s'engouffre et dans ce compartiment noie le compartiment machine, d'accord, et le potentiel d'inondation de ce local revient à ce que l'eau monte jusqu'au niveau de la flottaison. Donc ce sont des quantités d'eau, des mètres cubes, des tonnes d'eau qui rendent à ce moment-là impossible toute mise en route du navire. Tant qu'il y a du courant et qu'on met tout dans l'eau, il y a des problèmes, il y a des trucs qui sautent. Sans électricité, pris dans un dédale de roches, la Moko est plus que jamais à la merci des éléments, inexorablement emporté vers la côte. La question n'est plus de savoir si le navire va s'échouer, mais quelles seront les conséquences du naufrage. À 21h40, à peine une demi-heure plus tard, le navire est secoué par un second choc encore plus violent. Cette fois-ci, dans la longueur, la coque d'acier du navire est déchirée par la roche. Une coque très fragile. C'est des tôles qui font peut-être 2 cm sur 300 mètres. C'est très fragile en fait. C'est prévu pour encaisser des efforts bien répartis, mais pas pour des efforts ponctuels. C'est pour ça que ça peut se casser dès qu'il y a la moindre roche. On pourrait penser que ce navire, quelque part, pourrait être invulnérable. Hein. Mais il n'a jamais été, et encore maintenant, conçu de navire qui puisse résister à ce genre de force-là. Mais à partir du moment où vous mettez un ouvre-boîte et que ça commence à ouvrir les fonds, le bateau, il s'en va plus. Et après, il est captif. Marée haute, il est porté par la marée, puis marée basse, non, il n'est plus porté par la marée. Donc, par son poids lui-même, il va appuyer sur les structures, les membrures, les fonds. Plusieurs cuves sont immédiatement ouvertes à la mer. Le pétrole commence à jaillir des cuves. On ne sait pas encore juste à quel rythme, puisque il y a quand même une série de cuves dans un pétrolier. Donc, qu'est-ce qui est touché? Combien de pétrole va s'écouler, etc. Ça, on ne le sait pas du tout. L'accident que tout le monde redoutait vient de se produire. Et personne ne connaît la taille de la brèche ouverte dans la coque du bateau. Coincé sur la roche, le navire ne bougera plus. Son destin est scellé. « 22h à Port-Salle. Marguerite Lamour est chez elle lorsqu'elle réalise quelque chose d'anormal. Je regardais la télé vraisemblablement, et puis à 22h, oh là là, une odeur, je descends dans le garage, la cuve est en bon état, les radiateurs sont chauds, donc il n'y a pas de raison à ce que ça n'aille pas. Et puis voilà, je remonte me coucher. Ce qu'elle ignore, c'est qu'à 5 km de là, un drame est en train de se jouer en pleine mer. La brèche ouverte dans la coque de la Moko Cadiz laisse s'échapper la cargaison du bateau. Autour du pétrolier, une fine couche d'hydrocarbures commence à se former à la surface de l'eau. C'est un produit léger, donc il va s'étaler très rapidement. La viscosité est très faible, donc il va tout de suite faire une nappe qui va s'étendre. En s'étendant, cette nappe, elle va s'évaporer, puisqu'il y a beaucoup de fractions légères. Il y a en gros 60 000 tonnes qui se sont évaporées assez rapidement. À bord du remorqueur Pacifique, les équipages saisissent immédiatement la gravité de la situation. Ça a vraiment été un choc pour nous, de voir que nous étions entourés par l'essence. Le pétrole étant plus léger que l'eau, en pleine tempête, c'est une scène très étrange qui se produit. La mer n'était plus haute, elle ne se brisait plus. Et puis l'odeur du pétrole dans l'air, on savait que le bateau en avait perdu une grande quantité, une très grande quantité. Une marée noire se répand dans l'obscurité de la nuit. À cet instant, l'équipage le sait, la Moko Cadiz va sombrer. Ce n'est plus qu'une question d'heure, il faut fuir au plus vite. Il n'y a plus rien à faire pour le pétrolier. La marée noire est inéluctable. De leur côté, après avoir lancé les fusées de détresse et ses appels à l'aide, les 43 membres de la Moko attendent toujours désespérément les secours. Ça veut dire que les billes sont en danger, c'est clair. C'est le moment où
On a besoin d'une aide rapide et qui est vitale. C'est une question de vie ou de mort. L'Amoco Cadix, l'indicatif radio A8AN, lance en radiotélégraphie, premier SOS de la journée. Le bateau est échoué, il demande immédiate assistance, SOS, 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 il répète, il donne la position et il demande, si possible, un hélicoptère, et en précisant qu'il a seulement un canal pour la VHF, le canal 6, pour communiquer. Donc c'est pas la peine d'essayer de l'appeler ailleurs, tout le reste doit être noyé ou des courts-circuits, etc. Autour d'eux, les deux remorqueurs sont impuissants. Le Simpson vient en effet d'arriver aux abords du pétrolier, quelques minutes seulement après le second choc. Il est trop tard pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. On pouvait tout voir, tout entendre, mais à part ça, on était complètement impuissants. Heureusement, à minuit, l'équipage entend un bruit qui les rassure. Celui des hélicoptères de la 32e flottille de la Marine nationale. Le pilote, Yves Dagorn, se souvient de cette nuit si particulière. Donc j'étais en train de dormir et le téléphone a sonné. Bon, on m'a demandé pour un SAR, une opération de secours et de sauvetage, Search and Rescue, SAR, voilà ce que ça veut dire en anglais. Et donc je suis allé à la base et c'est là qu'on m'a dit que c'était un supertanker qui avait rompu sa remorque ou qui était à la dérive et qui risquait d'aller sur la côte. Lorsque Yves Dagorn arrive le premier sur les lieux, il constate les dégâts. Et le spectacle lui glace le sang. Ah bah c'est apocalyptique. C'est voir un bateau, puis alors le noir de la nuit, plus déjà il commençait à y avoir du mazout un peu partout. C'était incroyable. Et c'est une opération de secours extrêmement périlleuse qui démarre. En pleine tempête, l'équipage de l'hélicoptère, comme celui de l'Amoco, est en train de risquer sa vie. Ça peut dégénérer très vite, hein, quand les gens sont angoissés, ça pourrait mal se terminer, effectivement. Nous avons vu que l'équipage était élitreillé. Au moins, ils étaient en sécurité. On voyait les gens soulevés, qui pendaient en l'air, voler dans le vent. 5 heures du matin. Après de longues heures à secourir l'équipage, le commandant Bardari est le dernier à quitter le navire, laissant son géant des mers déverser des milliers de tonnes de pétrole. « 17 mars 1978, au petit matin. Les habitants de Port-Salle se réveillent dans la stupeur. À seulement quelques centaines de mètres des côtes, un pétrolier s'est échoué. L'image, quand on a vu le pétrolier, là, incroyable, quoi. Incroyable, c'est comme s'il voulait rentrer dans la plage. C'était un monstre. C'était un monstre. Une espèce de monstre, la gueule béante, qui vomissait. On employait le mot vomir, hein, parce qu'effectivement, ce qui sortait n'était pas joyeux. Et les conséquences sont déjà désastreuses. On parle de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pétrole qui se seraient déversées depuis les cuves de l'Amoco dans l'eau de la Manche. L'huile, donc plus légère, fait une couche en surface qui est plus visqueuse et donc qui atténue les mouvements de la mer. Là, vous aviez une couche sur des centaines de kilomètres carrés. La mer ne déferle plus. Donc il n'y a plus de bruit de la mer, c'est complètement étouffé. Ce bruit sinistre et glauque à la fois, des vagues qui ne peuvent plus avancer parce que le pétrole les alourdit. J'ai encore dans les oreilles ce bruit. C'est régulier, bien sûr, hein. Et on sent que la vague, elle se fatigue à essayer d'arriver jusqu'au sable. On n'entendait plus rien. C'était vraiment une mer d'huile. 24 heures après l'accident, les premières images aériennes permettent d'estimer la quantité de pétrole rejeté dans la mer. 74 000 tonnes, soit déjà l'équivalent de 2900 camions-citernes. Face aux caméras, les habitants de la côte sont désespérés. Il n'y aura plus rien du tout, la baie sera morte, la mer sera morte, les huîtres seront mortes, tout sera mort. C'est une catastrophe, c'est une honte. Les animaux sont les premières victimes de la catastrophe et les habitants des environs savent que ce n'est qu'un début.
C'est venu non seulement scotcher les rochers, mais au niveau des sédiments plus ou moins fins, hein, quelle que soit la granulométrie, c'est venu pénétrer dans le sédiment et tuer tous les animaux qui étaient dans le sédiment. Et c'est ça qui a créé cet impact terrible. Mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir, surtout? Jamais on pêchera plus un poisson, jamais il y aura une algue qui va pousser, jamais... Ah, c'est une vision de mort, oui, c'est complètement mortifère, oui. Et puis même, les gens vont employer... Les gens sont accablés, quoi. Et ils vont employer souvent, on va souvent voir le terme de viol. Hein. C'est vécu comme un viol, quoi. C'est quelque chose d'absolument inacceptable. Que faire pour stopper l'hémorragie? Vissée à la roche, l'épave se disloque progressivement. Vents forts et marées ne vont rien arranger et déstructurer le navire. « 17 mars, le lendemain du naufrage, l'Amoco Cadiz, soumis aux caprices de la mer, se fragilise. En quelques heures, c'est une telle énergie que, en quelques heures, ça y est, il est brisé, quoi. C'est terminé. Oui. Il est 10 heures quand le pétrolier se rompt en deux. Une partie du pétrole qui s'échappait jusqu'à présent du trou dans la coque est maintenant complètement ouvert à la mer. Pour faire face à la catastrophe, les autorités déclenchent un nouveau plan baptisé Polmar pour pollution maritime. Des milliers de militaires, mais aussi de civils et de pompiers sont envoyés sur place. Barrages flottants, système de pompage en mer, tous les moyens sont bons pour limiter l'expansion du pétrole. Les images d'oiseaux mazoutés déclenchent aussi un élan d'indignation et de solidarité à travers toute une partie de l'Europe. Nous étions devenus, en l'espace d'une nuit, le centre du monde, sans avoir rien demandé à personne, en fait. Et nous n'avions pas les moyens de gérer tout ce qui nous arrivait. On a décidé ensemble, avec mon père et toute la bande de copains de l'équipe de foot, de faire quelque chose. Du coup, on est allé sur une des plages toute proche de Port-Salle, là. Et mon père a imaginé de faire amener des bidons de 200 litres sur la plage. On allait tous avec des seaux, hein, comme ça, en jean, enfin, il n'y a pas de tenue spécifique. Hein. On allait dans le pétrole jusqu'à la taille, on remplissait nos seaux. Même les agriculteurs viennent prêter main forte avec leurs tracteurs. J'étais le premier à faire un essai de la tonalisier sur la plage. Tout le monde voyait, bon, quand un tracteur et une tonalisier descend à la plage, ben, c'est inhabituel déjà. Donc après descendu, bon, on a mis le matériel en route, le pompage a été concluant. Le courage de ces gars qui ramassaient le pétrole, c'était vraiment affreux, quoi. C'était bon. Et tous ces jeunes bénévoles, et moins jeunes parfois, qui affluaient de partout pour prêter main forte à la Bretagne, j'avais trouvé ça très touchant. Quand la France voulait se mobiliser, elle pouvait le faire avec fraternité. C'était beau à voir. Le naufrage de l'Amoco Cadiz était hors de contrôle. La marée noire qu'il provoque l'est tout autant. Malgré toutes les mesures mises en place, le pétrole continue de s'échapper de la carcasse du navire. En effet, certaines cuves de l'épave fuient très lentement parce qu'elles sont à peine percées. Les autorités prennent une mesure radicale pour mettre un point d'arrêt final à cette situation. On va être obligé de dynamiter les cuves qui restent pour éviter que ça suinte des mois et des mois. Cette opération a un nom. Elle s'appelle le pétardage. Mené par la Marine nationale, le pétardage consiste à lâcher depuis des hélicoptères des grenades sous-marines. Une fois immergés, les systèmes explosifs se déclenchent à 8 mètres sous le niveau de l'eau. Leur détonation éclate la carcasse du colosse, ainsi que les cuves. En tout, 219 000 tonnes de pétrole vont se répandre sur près de 300 km de côte, du sud Finistère jusqu'en baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Il faudra plusieurs mois pour que la mer retrouve sa couleur cristalline. L'écosystème reste, lui, pour toujours impacté. L'Amoco Cadiz, c'est aussi l'histoire d'un procès de 14 ans. Celui qui réunira les Bretons contre Amoco International, la compagnie détentrice du navire.
C'était un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer, David contre Goliath, hein, il y a eu tous les termes employés. À l'issue du procès, l'enquête mettra en lumière des défaillances de contrôle. Depuis quelques années, l'entreprise Amoco n'assurait pas les vérifications réglementaires sur certaines parties du bateau, notamment du gouvernail. Une négligence de la société qui l'obligera à verser l'équivalent de 34 millions d'euros de dédommagement aux communes touchées par la marée noire. Mais bien plus que les sommes versées par les responsables, c'est la réglementation maritime qui a changé depuis. Il faut une catastrophe pour faire évoluer la réglementation. Et dans le domaine, surtout dans le domaine maritime, on attend souvent une catastrophe de ce style-là pour faire avancer la réglementation. Parce que c'est une preuve évidente qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a deux objectifs dans le système qui a été adopté. Premier objectif vise à éloigner le trafic de la côte afin de se donner du temps pour réagir. Le temps, il en a manqué au moment de l'Amoco. On est passé d'un transit à 5 000 de la côte à un transit maintenant à 25 000, donc ce qui laisse plus de temps. Le préfet maritime peut désormais imposer au capitaine de navire l'intervention d'un remorqueur. Et plus de risque qu'un navire d'assistance ne soit pas disponible. Un bateau affrété à l'année au port de Brest, l'Abeille Bourbon, peut également intervenir à tout moment en cas de danger. C'est donner les moyens aujourd'hui de limiter au maximum le risque qu'un tel événement se reproduise. Malheureusement, la mer est toujours la plus forte. Aujourd'hui, la catastrophe de l'Amoco Cadiz, la pire marée noire de l'histoire européenne, est toujours vécue comme un traumatisme par ceux qui l'ont connue. La page n'a jamais tourné. Il ne faut pas rêver non plus. Je pense que l'Amoco restera toujours l'Amoco à Port-Salut et on n'y peut rien. Hein. Mais presque tous les jours, j'y pense à l'Amoco. L'Amoco a permis vraisemblablement aussi de démontrer qu'il faut rester humble. La mer, c'est une grande dame. Et c'est elle qui décide, en fait. Donc, oui, une leçon d'humilité. Moi, j'en retire une leçon d'humilité. Si le naufrage de l'Amoco Cadiz n'a fait aucune victime humaine, il a lourdement condamné une partie du littoral breton. Pour tous, il restera à jamais une catastrophe hors de contrôle.